mon manquement du cours de samedi dernier. C'était des problèmes à la fois informatiques et des problèmes de submersion par les amis qui ont débarqué. Donc aujourd'hui, nous allons parler des éléments atomiques en termes de plasma. Ce cours est une interprétation, une présentation de ma part selon un document qui a été traduit par Limasias, un document de Mario Rathosten. Et apparemment, les grands esprits se rencontrent, puisque j'avais déjà eu cette idée de présenter les éléments atomiques depuis un certain temps. Certaines personnes comme Christian ou Marc, avec qui j'ai communiqué sur Messenger, j'avais déjà suggéré depuis longtemps qu'il fallait raisonner en termes de hydrogène. Alors, nous allons donc démarrer. Donc ça, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Voilà. Alors, nous allons regarder déjà le schéma d'une entité plasma. Dans la physique actuelle, on représente l'atome avec son noyau qui est constitué de neutrons et de protons, avec autour des électrons qui gravitent sur des couches qui sont figurées ici en cercles concentriques selon la quantité d'électrons qu'il y a sur chaque couche. Il faut savoir déjà que un électron, un atome ne peut pas comporter plus de 8 couches, qu'on appelle dans la physique actuelle les couches électroniques. En termes de plasma, la couche qui est au centre sera la couche la plus rapide. La couche qui est à l'extérieur en périphérie sera la plus lente. Ceci en raison des vitesses de rotation. Pour ceux qui font de la physique, c'est le moment angulaire qui détermine la vitesse d'une particule en fonction du rayon par rapport au centre. Donc retenez bien ça, le centre du plasma va plus vite au niveau de la couche 1 que la couche numéro 8, la plus externe. Alors voyons un petit peu maintenant un petit rappel sur ce qu'on appelle la fleur de vie. La fleur de vie, c'est une construction mathématique qui consiste à tracer des cercles. Ici, vous ayez sur la ligne horizontale, vous avez 5 cercles, et sur la ligne verticale, vous avez également 5 cercles. Tous ces cercles sont tracés. Si on prend le cercle ici, le plus extérieur, celui que je montre sur la figure, l'intersection de ce cercle se fait sur le centre du cercle précédent. Et on continue comme ça jusqu'aux 5 cercles. Même chose pour la construction extérieure. Et on voit qu'on peut construire un autre cercle ici, dans lequel sont inscrits les trois cercles 1, 2 et 3. Je vous laisserai agrandir par vos soins le schéma pour que vous puissiez bien le visualiser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de chacun de ces cercles, au niveau des intersections, ici vous avez une première intersection, une deuxième intersection, à partir desquelles on va pouvoir construire d'autres figures géométriques, que ce soit des triangles, des carrés ou un autre cercle. Et à partir de ces points, on dit que ce sont des jaillissements d'autres figures ou d'autres plasmas quand on parlera des plasmas. Donc le plasma se constitue un petit peu de cette façon. Et cette figure, on peut la poursuivre quasiment à l'infini en rajoutant des cercles, les uns à la suite des autres. Et on obtient à ce moment-là, en termes de plasma, un modèle qui ressemble à ça, avec, là on n'a pas figuré tous les cercles comme sur la figure précédente, mais on peut les deviner. Là ici on devine un premier cercle, avec les jaillissements à l'extérieur, en périphérie par exemple, d'autres entités, enfin d'autres niveaux d'énergie. Un petit peu exactement comme un feu d'artifice. Tous ces feux d'artifice, toutes ces étincelles sont des ajouts de quantité d'énergie.
Par contre, ce qu'il faut bien mémoriser, c'est qu'ici, on a figuré une figure plane, à plat, mais il faut bien vous représenter ceci comme étant une sphère. Tous les plasmas ont une forme sphérique. Maintenant, dans cette figure dont je viens de vous montrer, si on prend celle-ci, à partir de cette figure, construite telle que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, on peut déterminer toutes les règles mathématiques cachées dans la fleur de vie, mais dans tout le monde, que ce soit une plante, que ce soit l'être humain, que ce soit l'ADN, que ce soit l'ARN, on peut ramener tout ceci à des règles mathématiques dont les trois principales mesures sont la racine carrée. Donc si on trace un carré ici avec 8 petits carrés à l'intérieur, eh bien on voit qu'ici que la racine carrée, pour ceux qui ont fait des mathématiques, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés du petit côté plus le carré du grand côté. On peut déterminer également la racine cubique en prenant la diagonale de 2 carrés par rapport à une verticale sur un petit carré et le grand côté aura 2 carrés. On peut déterminer également la racine de 5 qui sera prise par exemple sur ce petit côté par rapport au grand côté et toujours le grand côté hypoténuse qui sera la racine de 5. Dans cette figure, on va déterminer également ce qu'on appelle le nombre d'or ou appelé le nombre phi. Ici, je vous ai figuré la lettre phi qui a comme valeur 1,618 et ceci avec une suite infinie de nombres. On n'a jamais trouvé la fin. Mais on va également déterminer ce qu'on appelle la suite de Fibonacci qui se détermine de la façon suivante. On ajoute à 1 plus 1, ça donne 2. 2 plus le 1 qui précédait va donner 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 3 donne 8. 8 plus 5 donne 13. 13 plus 8 donne 21. 21 plus 13 donne 34, pardon. 34 plus 21, etc., etc., etc. Et on peut aller à l'infini. Ici, je vous ai mis le résumé dans la façon dont on calcule la suite de Fibonacci. Il y a également dans cette figure géométrique le nombre pi qui lui est de 3,1416 jusqu'à l'infini. À partir de cette figure, donc, on peut tracer un triangle équilatéral, on peut tracer une pyramide, on peut construire bien sûr des carrés, des cubes, des octaèdres, des isodécaèdres, des dodécaèdres, bref, toutes les figures complexes basées sur les mesures principales de cette première figure. À condition, bien sûr, de construire la première figure avec 3 cercles tangents. Le premier ici, le deuxième est ici, le troisième est ici, et le quatrième en voilà un. Même chose dans le sens vertical. C'est de cette façon que les pyramides égyptiennes ont été construites en respectant ces mesures. D'ailleurs, les Égyptiens ne fonctionnaient qu'avec ces 3 mesures primaires, la racine carrée de 2, la racine de carré, la racine cubique et la racine de 5. Donc on voit donc que le monde est ordonné, et on verra que dans la matière, le monde est ordonné par rapport au nombre d'or, alors que dans le monde vivant et végétal, le monde est ordonné non pas avec le nombre d'or, mais avec la suite de Fibonacci. Si on regarde la suite de Fibonacci et celle du nombre d'or, on voit qu'à gauche, lorsqu'on détermine le tracé, la diagonale d'un petit carré, on part à 90 degrés pour avoir une autre diagonale, on part à 90 degrés pour avoir une autre diagonale,
On part encore à 90 degrés. À chaque fois, on tourne de 90 degrés et on obtient cette courbe rectangulaire qui permet également de construire la fameuse courbe spirale qu'on trouve chez les escargots, par exemple, dans le monde animal. Par contre, si on regarde la suite, excusez-moi, là ici j'ai décrit le développement du nombre d'or. Par contre, si on part avec la suite de Fibonacci, eh bien, le développement est un petit peu différent au départ. On part avec deux unités, donc une diagonale de 2 carrés, une autre diagonale de 2 carrés, une autre diagonale de 2 carrés, et ainsi de suite. La différence, c'est que ces deux courbes, à leur point de départ, sont totalement différentes. Mais au bout du troisième tour, eh bien, les deux courbes vont pratiquement se superposer. Et plus on va aller vers l'infini en poursuivant cette courbe, eh bien, plus les deux courbes vont se rapprocher l'une de l'autre sans jamais s'égaler. Mais à l'œil nu, eh bien, si on n'a pas construit les petits carrés, on ne voit quasiment pas de différence. C'est pour ça que beaucoup de gens se trompent en ramenant toujours tout au nombre d'or, alors que c'est la suite de Fibonacci qui gère notamment le monde végétal. Puisque le monde végétal et le monde animé n'est jamais, n'obéit jamais à des mesures exactes. Il y a toujours une part d'incertitude. Par contre, dans le monde minéral, c'est beaucoup plus carré comme système de mesure. Maintenant, qu'est-ce que l'énergie? Alors, l'énergie se définit par sa fréquence et par son diamètre ou son amplitude. Ici, on voit ici un plasma qui a un certain battement ou un certain volume, et en fonction de son volume, eh bien, il diminue pour reprendre une taille plus importante, d'où cette courbe qui détermine la fréquence. Maintenant, si on parle du débit, eh bien, on va faire référence à un débit dans un conduit. Un débit artériel, par exemple, est proportionnel à la section du tuyau de l'artère, comme en électricité, c'est la même chose, est proportionnel à la section des fils, par exemple du 1,5 carré ou de 2,5 carré. Donc que ce soit en électricité ou en anatomie ou en système ou en médecine, eh bien c'est la même loi qui détermine le débit dans un conduit. Eh bien pour les champs, on va utiliser, pour parler de débit, on va utiliser le rapport entre deux masses atomiques. Par exemple, on va prendre l'hydrogène et l'oxygène. La masse d'hydrogène, c'est 1. La masse d'oxygène, c'est 16. Eh bien, on va établir le rapport entre l'hydrogène et l'oxygène et on dira que ce rapport est de 1 pour 16. 1 pour 16. On ne dira pas un 16e, on dira 1 pour 16. Si maintenant on veut comparer le débit entre le carbone et l'oxygène, eh bien on va dire que le rapport, le carbone c'est une masse, c'est 6, l'oxygène c'est 16, pardon, j'ai mis carbone c'est 12, autant pour moi. Donc on va avoir un rapport de 12 à 16. Celui du carbone par rapport au cuivre sera de 12 à 64. La masse atomique du carbone, c'est 12, le cuivre, c'est 64, donc le rapport est de 12 à 64. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne va pas déterminer le débit de façon exacte, on va déterminer les rapports qu'il y a entre deux éléments du tableau atomique, ce qui est complètement différent comme notion. Donc on fait des comparaisons et non pas des mesures exactes. C'est pour ça qu'on va toujours parler dans ce document de mesures relatives et non pas de mesures exactes. Alors, je vous ai dit dans d'autres communications qu'il fallait donc tout ramener à des quantités d'hydrogène. Par exemple, le carbone, c'est 6H, donc la masse atomique sera de 12H. Le cuivre, on dira que c'est 64H.
puisque H, je vous rappelle, est l'élément dans le tableau atomique de base, d'unité 1. Donc le cuivre, c'est 64 unités. Le carbone sera 12 unités. Maintenant, on va calculer la fréquence. Le centre sera de fréquence 1, puisque c'est l'hydrogène, c'est la fréquence 1. C'est le premier niveau, puisqu'il n'y a qu'un seul électron. Donc, on va dire que sa fréquence est de 1. Plus on va monter dans les niveaux énergétiques, au niveau des, des anneaux contenant les électrons, plus la fréquence sera basse. Donc la fréquence la plus élevée est au centre, je vous rappelle, alors que la fréquence en périphérie sera la plus basse. On fait toujours appel au moment angulaire d'une force. La couche numéro 2, eh bien on va dire qu'elle a un rapport de 2 pour 1. On est sur la couche 2, donc on a un rapport de 2 pour 1. Si on est sur la couche numéro 3, le rapport de la fréquence sera de 3 pour 1. La couche numéro 4 aura un rapport de 4 à 1. La couche numéro 5 un rapport de 5 à 1. Et la couche numéro 7 de 7 pour 1 et la couche numéro 8 de 8 pour 1. Par conséquent, on ne cherche pas à mesurer la fréquence en tant que telle, mais on cherche à mesurer les rapports qui existent entre la couche numéro 1 et la couche numéro 7, par exemple, pour un certain élément. Si on veut comparer deux éléments, eh bien on va comparer la couche numéro 2 d'un élément avec la couche numéro 4 d'un autre élément, en termes toujours de rapport. Si vous avez des problèmes, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Mais je vous conseille de bien revoir à tête reposée le document originel de l'IMACIAS. On va vous donner le lien du document initial. Hein. Donc je répète, pour comparer deux éléments, on prend le rapport d'une certaine couche, 2 pour 1 ou 3 pour 1 ou 4 pour 1, et on prend un autre élément et on mesure la couche de ce deuxième élément, soit par exemple la couche numéro 5, et on dira qu'on compare la couche du deuxième élément, du premier élément 2 pour 1 avec la 5 pour 1 du deuxième élément. Et on va pouvoir dire quelle est la fréquence la plus rapide ou la plus lente. Donc c'est toujours pareil, on fait des comparaisons de débit de fréquence relative. Maintenant, si on veut comparer les forces des couches, eh bien, il faut bien regarder cette image en forme de poupée russe. Toutes les couches d'énergie sont les unes imbriquées les unes dans les autres. Plus le diamètre de la couche est grand et plus la vitesse sera lente. Donc ici, à l'extérieur, on a une vitesse qui est plus lente que la vitesse du centre. On a déjà vu ça lorsque M. Kesch nous montre la double hélice avec la double spirale, avec au centre l'hydrogène et à la périphérie les éléments les plus lents. Par conséquent, on peut donc comparer deux couches entre elles, par exemple, comme je viens de l'expliquer, la couche numéro 2 par rapport à la couche numéro 4 ou 6 ou la 7, ou exprimer autrement en termes de rapport, la 2 sur 2 ou la 3 sur 4 ou la 2 sur 7 ou la 3 sur 5. Par conséquent, on compare les battements fréquentiels comme des poupées russes. Alors, on va mesurer maintenant le débit des flux. En prenant le cœur comme référence, notre battement cardiaque, on voit que le cœur expulse tantôt et reçoit du sang. Donc tantôt il expulse, tantôt il en reçoit. Le débit sera donc la différence entre le sang sorti du cœur et le sang entrant. Eh bien, il va
il en va de même avec le plasma. On prendra donc la différence entre le flux d'une couche par rapport au flux d'une autre couche. Toujours le même principe, on mesure des rapports et non pas des mesures exactes instantanées. Donc ce qui nous intéresse dans ce document, c'est de bien comparer pour savoir quel est l'élément qui est le plus fort, qui a le plus fort débit, ou la plus forte fréquence, ou la plus forte amplitude. Alors on va regarder ça en image. On voit que la couche numéro 8 est plus grande, plus gros, et un plus gros volume que la couche numéro 2. Par conséquent, la couche numéro 8 est un quart de fois plus grosse que la numéro 2. Ce qui veut dire que la couche numéro 2 bat 2 fois, pendant que la 8 bat 8 fois. Par conséquent, le débit augmente depuis la 1 vers la 8. La 8 a un débit plus grand que la 6 ou la 4. Donc ce qui est important, c'est ce qui est en blanc, de bien comprendre ce processus, c'est que la couche 8 est un quart plus grosse que la 2, donc ça veut dire que la couche numéro 2 bat 2 fois, pendant que la 8 bat 8 fois. C'est ce qu'on a exprimé dans le rapport 2 par rapport à 8, entre la couche numéro 2 et la couche numéro 8. Maintenant, on va comparer les gradients entre plusieurs couches. Si on regarde la relation entre la 2 et la 8, la couche numéro 2 et la couche numéro 8, donc je le répète à nouveau, elle est un quart plus lente que entre la 8 et la 1, puisque la 8, c'est 4 fois plus rapide que entre la 2 et la 1, parce que 4 fois 2, 8 et 1. Par conséquent, le gradient diminue ou augmente en fonction des rapports 2,8 ou 8,1 ou 2,1. 2,8, ce sont des niveaux, hein. C'est la couche numéro 2 par rapport à la numéro 8, la couche numéro 8 par rapport à la couche numéro 1, la couche numéro 2 par rapport à la couche numéro 1. Et ainsi, on peut déterminer, par rapport, en sachant que le volume de la 8 est plus grand que le volume de la 2 ou la 1, on peut déterminer quel est le gradient par rapport à deux couches. Que ce soit deux couches d'un même élément ou deux couches d'éléments différents. Par conséquent, nous avons trois mesures de fréquence d'un plasma. On a la fréquence ou le battement qui mesure les valeurs énergétiques. Le taux de diamètre mesure la quantité relative d'espace occupé par un plasma. Fréquence, diamètre. Et ensuite les gradients qui mesurent la vitesse et la direction d'écoulement des flux. C'est-à-dire, est-ce que le flux, il y a plus de flux, flux sortants que de flux entrants, ou inversement. Donc les trois mesures, fréquence, diamètre, avec une quantité relative. Les gradients, ce sont des vitesses relatives. Et là, les valeurs énergétiques, c'est pareil, ce sont des valeurs relatives. Ce ne sont jamais des valeurs exactes. Pardon. Maintenant, si on regarde la définition d'une masse, on peut la définir comme étant de la façon suivante, c'est que la masse est une quantité de plasma qui se manifeste dans un volume d'environnement donné. C'est très similaire à la masse dans le domaine atomique de la matière. Chaque couche d'une entité a une masse. Chaque couche utilisant une partie de la masse totale. Donc la masse de la couche numéro 1, ensuite on a la masse de la couche numéro 2, une masse pour la 3, une masse pour la 4, et ainsi de suite. Chaque couche est une partie de la masse totale du plasma. Par conséquent, il suffit de mesurer la différence relative entre la position de chaque couche
de même qu'on l'a fait pour la fréquence et le diamètre ou le débit. Par conséquent, on va mesurer des mesures relatives. On a donc des gradients de masse, sachant qu'un univers ne peut avoir une masse supérieure à l'univers qui lui est supérieur. Par conséquent, ou un exemple, le système solaire ne peut avoir une masse plus grande que celle de la galaxie dans laquelle il appartient. Une galaxie ne peut surpasser dans sa masse l'univers dans lequel elle est incluse. Un univers ne peut excéder en masse l'unicos. Je vous laisse lire pour bien intégrer cette notion. Par conséquent, la masse d'un plasma, la masse de l'étage numéro 1, ne peut être supérieure à la masse du plasma auquel il appartient. Donc la masse d'un plasma, c'est la masse des niveaux 1, plus le 2, plus le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Alors pour nous résumer, nous sommes désormais capables de mesurer les valeurs relatives d'au moins 4 paramètres de n'importe quel plasma. On a vu la fréquence, qui sera nommée la fréquence F. On a vu l'amplitude avec son diamètre A. On a vu son gradient de débit, D, qui va mesurer donc la vitesse d'écoulement. Et on a vu la masse M, qui détermine les gerbes émises. C'est un petit peu comme dans un feu d'artifice. Ces 4 paramètres constituent l'intensité du champ plasmatique. Donc l'intensité sera I égale elle sera fonction de la fréquence, de l'amplitude, de son diamètre et de sa masse. Alors, on va regarder maintenant l'existence d'un élément plasma. Un élément existe de par sa relation à un autre élément. Si vous étiez seul dans l'unicos, vous ne serez rien. Vous n'existez que par rapport à quelqu'un d'autre. Même chose pour un autre élément. Par exemple, l'hydrogène H existe de par sa relation entre les acides aminés avec C, O, N. Les acides aminés existent de par leur relation au champ dans la ionosphère et ainsi de suite. Maintenant, si on analyse les plasmas dans une molécule complexe, la référence sera l'hydrogène, comme je l'avais déjà dit à plusieurs reprises. Donc moi, j'avais parlé de la référence hydrogène, alors que là, on va parler de masse 1, 1 comme H. L'oxygène, ainsi, qui est de masse 16, sera de 16H ou d'un rapport 16 pour 1. Le carbone sera 12H ou un rapport de 12 pour 1. Ainsi, la relation carbone-oxygène va donc s'écrire 12 par rapport à 16 ou 12 pour 16. L'azote par rapport au carbone s'écrira 14 pour 12. 14 pour l'azote, 12 la masse du carbone. Si on compare l'oxygène avec l'hydrogène, on écrira 16 pour 1. Masse atomique de l'oxygène 16, masse atomique hydrogène 1. Sachant que dans l'oxygène, on a 16 couches hydrogène. Nous allons étudier dans le tableau suivant les relations harmoniques entre deux éléments, par exemple l'hydrogène ou l'oxygène. Ici, j'ai figuré les différentes couches, depuis le centre jusqu'à la périphérie, la 8e couche, avec 1 pour l'hydrogène. Là, ici, on a 16 comme niveau d'énergie, puisqu'on est par rapport à l'oxygène. Si on rajoute 16, on aura 32. Si on en rajoute encore 16, on aura 48.
et on va arriver donc sur la 8e couche avec 112. On peut aller même jusqu'à 128, qui est le nombre maximum d'électrons d'un atome. Si on regarde maintenant l'oxygène, on a 1 pour 16, 2 pour 16 sur la 2e couche, la 3e couche sera 3 pour 16, la 4e couche sera de 4 pour 16, la 5e sera de 5 pour 16, la 6e de 6 pour 16, la 7e 7 pour 16 et la 8e que je n'ai pas figurée de 8 pour 16. Par conséquent, on voit que le niveau 1 de l'oxygène a comme harmonique le niveau 1 ou 2 de l'hydrogène. La 3, la 3e couche d'oxygène, sera en harmonique avec la numéro 3 de l'hydrogène. Et ainsi de suite. Alors, le conseil que je vous donne pour ceux qui veulent établir des constructions de tableaux et de calculs, je vous conseille de comparer n'importe quel élément d'un plasma au sein d'une combinaison moléculaire à un autre élément plasma et de faire un tableau identique à celui de l'image précédente. Voilà. Donc là, ici, vous allez figurer les niveaux de couches électroniques et ici, les quantités maximum sur chaque couche. Donc le premier élément, ce sera celui-là, l'hydrogène. Mais vous pourrez comparer, par exemple, faire un tableau avec l'oxygène et comparer avec un cuivre, par exemple, ou le zinc. Donc je vous rappelle que la dernière couche d'un élément atomique, c'est 128 électrons au maximum. Donc on va retenir simplement, non pas des électrons, on va simplement quantifier un niveau d'énergie par le nombre 128. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de toujours pouvoir comparer 2 éléments, ou 3 éléments, ou 4 éléments. Alors on va obtenir ainsi un graphique qui va ressembler à ça. On figure ici les nombres de quantités d'énergie par rapport aux différentes couches. Et ici, on va les représenter de façon inverse, en abscisse. Et on va pouvoir comparer, par exemple, du carbone et le cuivre. Le cuivre, c'est 64. Le carbone, c'est 12. Et on voit donc ici la relation établie entre le cuivre et le carbone qui se situe à ce niveau-là. Si on veut comparer maintenant le cuivre et l'oxygène, eh bien on voit qu'on se situe à ce niveau-là. Un autre exemple, on peut comparer le carbone avec l'oxygène. Donc le carbone pour 1, 64 pour 1, puisqu'à chaque fois on ajoute 14, 14, 14, jusqu'à la couche numéro 8. L'oxygène, eh bien ça sera 16 pour 1, 32, 48, et ainsi de suite, en ajoutant à chaque fois 16, jusqu'à la couche numéro 8. On revient à la fleur de vie. Voilà comment se constitue un plasma, avec ici un premier élément, un deuxième élément, et on voit qu'à l'intérieur, on a ces 8 couches d'énergie, mais que ces 8 couches d'énergie vont s'imbriquer sous la forme d'un 8 infini, où ici on peut quantifier, mesurer le niveau 1 avec le numéro 5 de cet élément, ou le numéro 5 de cet élément avec le numéro 4 de cet élément, et ainsi de suite. Après, c'est une question de complexité mathématique. On peut toujours, bien sûr, établir des liens harmoniques entre
cette résultante ici, avec cette résultante, et on pourra faire un triangle et établir des liens mathématiques, toujours basés sur des rapports relatifs. N'oubliez pas qu'on ne mesure pas on n'établit pas des mesures précises, mais des rapports relatifs pour quantifier et comparer. Il est possible que dans le futur, on puisse se servir d'un compteur Gégère qui mesure les rayonnements bêta de tout élément atomique. À ce moment-là, on pourra utiliser une mesure supplémentaire. Si on regarde maintenant le graphique des relations dans le tableau périodique, eh bien, en abscisse, on va aller de 0 à 128, comme on l'a fait tout à l'heure. On va mesurer les amplitudes et on va mettre en ordonnée les fréquences. Et on obtiendra le graphique suivant pour deux éléments. Là, ici, on a l'élément 48 par rapport à 12. 12, c'est le carbone. Si on prend l'azote ici 14, on va le mesurer par rapport à celui-ci. Si on ne considère que la première couche des éléments plasma, le deutérium sera donc de 2 par exemple, pour 1, 2 et 1 pour hydrogène. Le carbone aura un rapport de 12 pour 1, l'oxygène aura un rapport de 16 pour 1, le tritium aura un rapport de 3 pour 1, l'azote de 14 pour 1, et carbone 14 aura un rapport de 14 à 1. Pour les autres couches, on procédera donc de la même façon. Alors, je reviens donc à une image plus simplifiée de l'image de tout à l'heure. On voit donc que deux atomes sont représentés ici par les cercles bleus et verts. Bleu ici, l'atome de départ, et ici, en vert, le deuxième atome. Et on a représenté pour cet atome ces différentes couches, un petit peu en pelure d'oignon. Même chose pour celui-ci. Et on peut calculer, on peut comparer chaque couche par rapport à n'importe quelle autre couche du deuxième élément. Ainsi, la caractéristique énergétique d'une molécule d'acide aminé est déterminée par l'harmonique de couches similaires entre chaque élément qui se lie dans une position équilibrée ou dans un noyau central. Nous pouvons donc réaliser le graphe des valeurs relatives énergétiques, mesurer les niveaux d'énergie relatifs, la position, les flux et les directions des gradients. Je vous rappelle que les gradients mesurent ce qui sort et ce qui rentre en quantité d'énergie, et on peut mesurer également les niveaux de masse en utilisant les méthodes décrites. Alors, je vous propose un graphe général, ça c'est pour ceux qui manient correctement les mathématiques, de même qui manient les séries, séries de Fourier par exemple. Je vous propose un graphique. Alors, le problème c'est qu'on a 4 valeurs à mesurer. Et donc, il faut pouvoir mesurer, représenter ces 4 valeurs dans un graphique. Or, un graphique habituel, on ne peut tracer que 3 plans. Donc, je pense qu'il va falloir faire un premier graphique à 3 plans pour ensuite l'intégrer avec un autre graphique, à moins que quelqu'un connaisse une façon de mesurer dans un graphique 4 propositions. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. On peut mesurer l'amplitude ici. La vitesse, on va la mesurer ici. La troisième dimension, on va mesurer le débit. Et il restera la quatrième, la fréquence, mais on ne peut pas la représenter. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire la somme de ces 3 éléments pour l'incorporer dans un deuxième graphique qui s'appellera la somme. Ici, on aura l'élément H qui sera la somme des 3, amplitude, débit et vitesse. On dira que c'est H. On va mettre la somme H ici pour la mesurer à, par exemple, la masse d'un autre élément. Et on a un deuxième graphique ici.
Alors, en conclusion de cette présentation, on va donc dire que dans le plasma, il n'y a pas d'électrons, il n'y a pas de protons, il n'y a pas de neutrons, mais des entités d'énergie. Ainsi, nous avons donc une nouvelle compréhension du plasma. Les éléments du tableau périodique peuvent être mesurés comme étant des paquets d'énergie avec des niveaux d'énergie relatifs. Rappelez-vous bien ce mot relatif. Alors ici, je vous présente le document que Lee Macias a traduit. Je vous ai mis simplement le début du PDF. Si Lee Macias est présente et qu'elle peut mettre le lien de son document. Non, elle n'est pas là, Gigi. Elle n'est pas là. Alors, eh bien écoutez, je le mettrai un petit peu plus tard parce que je ne sais pas où j'ai placé le lien. Donc on vous le mettra en même temps que la présentation, ou je le mettrai quand on mettra le document dans le drive. Je mettrai le document à ce moment-là, le lien, pour que vous puissiez vous référer à ce document. J'ai essayé de modifier donc le document parce qu'il est assez compliqué. Donc il faut un petit peu s'accrocher. C'est pour ça qu'avec humour, je vous avais dit de faire un petit peu d'assouplissement de yoga avant cette présentation. Voilà, donc c'est ce qui m'a amené à présenter ce document et à me servir donc du document de Lee, c'est qu'avant ce KSW ne paraisse, j'avais suggéré, je crois que c'est à Christian, me semble-t-il, dans notre groupe de retour aux sources, d'utiliser un tube de néon ou d'argon pour réaliser certains ganses. Et donc, en voici l'explication. Monsieur Kesch avait déposé un brevet, je crois, en 2005, ou peut-être même avant, brevet d'un réacteur dont j'ai pris connaissance en 2012 lors de ma première connexion avec la Fondation, et qui montrait, donc ce document, montrait l'injection dans des tuyères concentriques de plusieurs gaz rares pour créer de l'hydrogène au centre du réacteur. Alors, si maintenant, je vais vous faire un petit peu une présentation sur ce qu'on appelle la transmutation des éléments. J'ai rajouté ceci parce que c'est un document qui sera présenté dans le Plasma Time du mois de juillet, qui n'est pas encore traduit, mais je vous en donne la primeur ici. Je vous ai mis ici une modélisation du tableau atomique de façon un petit peu différente de ce qu'elle est habituellement présentée. Alors, ici vous voyez le chlore, le soufre, le phosphore, ici l'oxygène, l'azote et le carbone. Et vous voyez ici l'hélium, l'hydrogène, l'hélium. Et maintenant, regardez bien toute la colonne bleue ici, ce sont ce qu'on appelle les gaz rares. Ces gaz rares sont présentés habituellement dans le tableau atomique, tout à fait à droite. Mais ici, l'avantage de cette présentation, c'est que ça permet de bien comprendre et de voir qu'en fait, ils sont toujours en lien avec le début d'une autre ligne, non pas de colonne, mais puisque dans le tableau atomique, il y a des lignes et des colonnes. Eh bien, on voit que l'hélium est en lien avec le lithium. On voit que le néon ici, le numéro 2, est en lien avec le sodium, que l'argon est en lien avec le potassium, que le krypton est en lien avec le rubidium, le xénon est en lien avec le francium, et ainsi de suite. Sans la présence de ces gaz rares, on ne peut pas transmuter et passer d'un élément à un autre. Pour passer d'un élément atomique à un autre, il faut absolument une quantité d'énergie suffisante pour faire le bond vers un autre élément. On parle ici toujours en termes de plasma. Voilà. Alors, là, c'est la présentation du tableau atomique dans sa forme habituelle. Donc ça, c'est le document qui est tiré du Plasma Time de juillet. On voit ici donc que
Pour passer au lithium, on passe de l'hélium vers le lithium. Avec le néon, on va passer vers le sodium. Et avec l'argon, on va passer vers le potassium. Si maintenant on regarde ici dans le milieu, le cobalt. Eh bien, pour passer au cobalt, il faut utiliser du césium 55. Donc, si on fait les mesures du cobalt 27 et 27, ça fait 54. On est très proche du césium. Et donc, c'est par le césium qu'on peut passer au cobalt. Donc, c'est pareil. Ici, on a un élément radioactif, le plus radioactif de tous les éléments. Et donc, c'est par la radioactivité bêta qui procure une énergie extrêmement importante qui permet de faire le bond et la liaison avec le cobalt. Par contre, on a certains éléments, tels que l'aluminium. Alors, je suis en train de chercher l'aluminium. Voilà, il est ici, l'aluminium 13. Il est trop éloigné de l'argon pour pouvoir effectuer une transmutation vers un élément adjacent. C'est pour ça que l'aluminium pose un problème dans le corps humain et est difficile à transmuter et à éliminer. Même chose pour le plomb. Donc il faut que les éléments soient suffisamment proches de leur gaz rare pour pouvoir transmuter vers un élément adjacent. Même chose dans le plasma time, qui sera traduit donc prochainement, puisqu'on est toujours en termes de plasma et de termes de molécules. Si on regarde la formule d'une protéine et d'un plastique, ce qui les caractérise tous les deux, c'est leur liaison carbone-hydrogène. Donc ici à gauche, je vous ai montré une molécule de protéines. On voit donc ici C, O, N et H encadrés dans le rectangle. Mais on voit qu'il y a d'autres liaisons carbone-hydrogène. Si on prend maintenant un plastique quelconque, donc là j'ai pris un plastique, là ici ce sont des PVC ou des polyuréthanes, eh bien on voit ici également qu'on a une liaison CH, ici on l'a sous forme de CHH, ici dans cet élément on a encore une liaison CH, donc il y a une grande ressemblance, une grande proximité du point de vue plasma énergétique entre une protéine et un plastique. C'est là que ça devient très intéressant. Donc, on va parler de la transmutation des plastiques dans les océans. Donc ici, c'est un petit rappel de ce que j'étais en train de vous dire. Donc, une molécule complexe de plastique comporte donc des liens CH que l'on retrouve dans les protéines. Et du fait de ces liaisons CH que l'on trouve aussi bien dans les plastiques que dans les protéines, eh bien, les animaux marins vont donc se nourrir sous forme plasma de ces liaisons CH. Lorsque l'on regarde au niveau océanique les liens entre les océans et les continents, eh bien, il existe des courants magnétiques entre les continents, ce qui engendre des transferts des sables sahariens vers l'Amazonie ou même vers les pôles. D'ailleurs, on a récupéré au niveau des carottages antarctiques et arctiques de la présence de sable au niveau des aires géologiques. Ces sables contiennent du fer. Et donc les océans fonctionnent un petit peu comme des boîtes à ganses de CO2 où se créent des acides aminés en surface qui sont la base des protéines. Et donc les plastiques agissent comme les conteneurs. Alors la Fondation Kesh a mis au point une forme d'électrolyse des plastiques par injection de courant électrique qui dégrade les plastiques. J'en sais pas plus sur le procédé. Si on regarde ici une map monde avec ici le continent européen
et ici le continent américain ou sud-américain, eh bien on voit que ici on a tous les bancs de poissons qu'on appelle les masses, que M. Kesch appelle la masse des protéines. Eh bien, curieusement, la masse des plastiques surnage en gris foncé cette masse de protéines. Même chose avec le continent sud-africain et le continent sud-américain. On a encore une ligne de protéines à ce niveau-là. Même chose de l'autre côté entre le continent asiatique et dans l'hémisphère océan, dans l'océan Pacifique, avec le continent sud-américain et l'Asie, qui est figuré ici. Donc les sables sahariens vont transporter du fer, de l'or ou d'autres éléments atomiques vers l'Amazonie sous la forme de plasma et vont s'ajouter aux acides aminés et au NaCl, le sel marin, ce qui engendre la vie unicellulaire ou celle du plancton. Voilà. Donc avec la traduction du document du Plasma Time de juillet, juillet 2019, vous pourrez vous faire une opinion et avoir une meilleure connaissance de ce processus par rapport au plastique. C'est vraiment très intéressant à lire et à comprendre. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, j'avoue que ce document est un petit peu complexe et à comprendre, donc je pense qu'il faut le relire à tête reposée pour bien l'intégrer, de relire le document pour ceux qui sont versés dans les domaines de maths physique ou qui aiment bien le domaine cartésien des choses, de bien relire le document, éventuellement de le confronter avec le mien pour bien comprendre, bien s'en imbiber et surtout être capable de s'en servir et d'en retirer la substantifique moelle. Donc je suis tout ouïe, je vous écoute si vous avez des questions à poser. Bonsoir Jean-Jacques, c'est Marc. J'en aurais éventuellement une. Oui. Pour moi, j'étais convaincu qu'une fleur de vie, elle commence par le cercle au milieu et on va en périphérie. Toi, tu commences la fleur de vie de l'extérieur sur un certain diamètre et tu construis les autres cercles en partant de là. Oui, j'ai fait un raccourci. Hein. J'ai fait un raccourci. Hein. Je vais ok. vous faire le dessin. En fait, la fleur de vie, elle démarre de la façon suivante. Alors, je vais... Que je sache, j'en ai déjà fait. On part du centre et ensuite on garde le même diamètre et on va d'intersection en intersection. Voilà, la fleur de vie, elle démarre comme ça. Où est-ce qu'il est mon tableau? Je vais arrêter le partage du document avant, ça sera plus simple. Moi, j'ai un rectangle gris qui s'affiche au milieu. Oui, mais attendez, je vais arrêter Okay. le partage. Ou je vais le dessiner à côté. Je vais le dessiner à côté. Allez. Voilà. Donc la fleur de vie, elle démarre comme ça. On fait un premier cercle. Un deuxième cercle. Voilà, s'il n'est pas dessiné au bon endroit. Le centre du deuxième sur la circonférence du premier, on est d'accord? Non, non, c'est pas ça. Il faut qu'il se chevauche. Attends. S'il faut qu'il se chevauche, il faut que ça soit un 8 infini, non? Non, 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 attendez. Non. Voilà. Voilà la fleur de vie.
il faut d'abord construire ce qu'on appelle ici la vésica. D'accord. Voilà, le point de départ, c'est cette construction ici. Donc, le cercle ici doit passer par le centre du premier cercle. Hein, donc, je ne l'ai pas tout à fait bien placé. Hein. D'accord? Et ce qui est important, c'est cette vésica ici avec les deux points d'intersection ici. Voilà la construction de base. Hein. Voilà, on est d'accord. On est d'accord? Oui, oui. J'ai fait un raccourci, je n'ai pas présenté le début de la construction au départ. Hein. OK. Alors, c'est bon. Merci. Merci. On a plein de gens qui font des cercles, mais les cercles sont le point de départ, c'est vraiment que on doit passer par le centre du premier cercle. Les cercles sont tous de diamètre identique, sachant que le cercle passe par le centre du cercle précédent, et ainsi de suite. Donc, en fait, il faut qu'il soit du même rayon. Et donc, trouver le rayon de la moitié du cercle, il faut prendre la moitié, hein, c'est ça. Voilà. Les deux cercles ont le même rayon au départ, hein, d'accord? Et tous les cercles que vous allez construire, les 6 premiers cercles à l'horizontale, ont tous le même diamètre, le même rayon. Même chose pour les cercles verticaux. Hein. Si on revient attendez, il faut que je quitte mon tableau. Alors, où est-ce qu'il est, voilà. Vous voyez que tous les cercles ont tous le même diamètre. Ils passent par le centre du cercle précédent. Et à ce moment-là, on verra que tous les cercles aussi peuvent être tangents les uns aux autres. Un cercle sur deux est tangent. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Voilà, donc ça c'est le... Voilà. Alors ça, ici, je vous ai figuré ce qu'on appelle l'œuf de vie. Donc ça, c'est pas la fleur de vie, c'est l'arbre de vie, ou l'œuf de vie. Représentez-vous ça en volume, en imaginant qu'il y a des cercles qui sont derrière. Donc là, je les ai pas tracés en gras pour bien figurer qu'il y en a qui sont derrière. Donc ça, faut se le représenter en volume. Et on voit à ce moment-là que les cercles vont être inscrits comme des sphères à l'intérieur d'un cube. Donc là, ici, vous avez une image à plat. Eh bien, essayez de construire le même schéma ici, comme si c'était un volume. D'accord? Est-ce que vous avez lu le document qui a été transmis sur Messenger, Le secret de la fleur de vie? Il y a deux documents à lire. Il n'y a que les membres de l'assaut, Gigi, parce que c'était un PDF transmis sur Messenger et pas sur Facebook. Oui, tout à fait. D'accord. Je faisais référence à ce document. C'est un des meilleurs documents explicatifs. Hein. Après, si vous regardez Nassim Haramein, il a d'excellentes explications, d'excellents modèles mathématiques. En fait, c'est des mathématiques, ça. Hein. Toutes les mathématiques sont inscrites là-dedans. Des plus simples aux plus compliqués. Là-dedans, on a tout ce qu'on appelle les fractales. Je vous rappelle qu'un fractal, c'est la décomposition d'un élément en son sous-élément. Donc, je vais vous le tracer. À noter, voilà. Donc, si vous tracez une ligne ou un triangle, vous pouvez le décomposer ici, vous prenez son milieu et vous tracez le même triangle ici. Donc, vous aurez ce triangle-là. Si vous divisez à nouveau, vous aurez à nouveau un triangle ici. Vous en aurez un ici. Vous en aurez un ici. Et vous aurez un autre triangle ici.
Et à l'infini, encore un ici. C'est comme ça que les feuilles d'arbres sont construites, entre autres. C'est comme ça qu'on peut calculer le périmètre de la France de façon fractale. OK? Donc là, ici, on peut aller à l'infini dans ce schéma, sachant que l'univers va avoir une forme sphérique à l'infini, toujours avec la même combinaison, dans lequel on pourra figurer toutes les formes imaginables mathématiques. C'est OK? D'autres questions? Alors je sais que c'est pas facile à intégrer, tout ce qu'on vient de voir ce soir, c'est difficile à intégrer, à ingurgiter. Il faut vraiment relire à tête reposée pour bien être sûr de comprendre et intégrer le fait qu'on peut mesurer les éléments d'un atome et d'un plasma. Merci beaucoup pour ta présentation, Gigi. Oui. En fait, le cours de Gigi sera comme d'habitude sur le Drive Google. Vous pourrez le télécharger dessus. Et on le mettra aussi dans les fichiers du groupe Zone Plasma Retour aux sources sur Facebook. Donc, vous pourrez également récupérer le document à cet endroit-là. Et puis, ultérieurement, c'est le genre de document qui ira aussi sur le site de l'association Retour aux sources, où vous pourrez également le récupérer sur le site. Voilà. Ainsi que le document de Lee, alors. Oui. Qui sert de base. Hein. Merci. Merci. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Jean-Jacques. Donc, pour ceux qui ne manient pas les mathématiques et qui ne veulent pas aller aussi loin dans ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est de ne plus raisonner, c'est d'utiliser les masses atomiques, de se référer à l'hydrogène. Carbone, c'est 12 hydrogènes. L'oxygène, c'est 12 hydrogènes. Voilà, avec ça déjà, sachant par exemple que lorsque vous prenez, comment dire, je voulais partager l'écran. Vous prenez par exemple, rappelez-vous la pyramide de l'acide aminé. On avait l'hydrogène qui était en haut. On avait le carbone, 12. C'est 12 H. 12 fois H. L'oxygène, c'est 16 fois H. L'azote, 14 fois H. Par conséquent, vous allez avoir une interaction avec 14 et 16 H. Et vous allez avoir du deutérium. Ici, vous allez avoir, en termes de plasma, j'entends hein, toujours. Ici, vous allez avoir les 14 H qui vont interagir avec les 12 H. Vous allez encore avoir du deutérium. Et vous allez avoir du deutérium ici au milieu, ce qu'on appelle les fameux points d'énergie dont on avait parlé. Ici, vous allez avoir le point d'énergie ici, entre les deux. Vous allez avoir aussi une interaction avec 1 hydrogène et 12 hydrogènes. Vous allez avoir ici cette interaction ici, entre 16H et 1H. Avec encore un point d'interaction ici et un point d'interaction ici. Et c'est là qu'on retrouve la fleur de vie sous forme de tétraèdre, puisqu'on peut continuer
à intégrer. Ici, on a encore un point d'interaction sous forme d'un triangle. Tête en bas, mais on peut aussi avoir une interaction avec la tête en haut. Et ainsi de suite, puisqu'on a ici des combinaisons fractales. Entre ce triangle ici, on va encore avoir des interactions. Voilà, donc on revient à la compréhension d'un cours que j'avais fait précédemment. Je crois que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans. C'est pour ça que quand on regarde 2 plasmas, et un autre plasma, eh bien on voit qu'ils s'imbriquent en fonction de leur force, de l'amplitude et de leur fréquence. Eh bien on voit qu'on a des niveaux d'interférence, un petit peu comme quand vous lancez 2 cailloux dans une surface d'eau, vous allez avoir des niveaux d'interférence au niveau du premier rayon, du deuxième, du troisième. Et au total, on a une espèce de soupe, une grosse pelote de laine, et non pas 2 cercles l'un à côté de l'autre. C'est comme si vous mélangiez 2 roues de bicyclette, une verticale et l'autre perpendiculaire, et vous les mélangiez, vous les faisiez tourner ensemble. Donc c'est pas facile à se représenter visuellement, mais au niveau de la compréhension, c'est déjà suffisant de se représenter toujours que les plasmas sont sous forme de sphères. C'est OK? C'est pour ça que M. Kesh nous dit que le deutérium, il est sous notre nez depuis très longtemps. Sachant que le deutérium, vous avez un hydrogène, un proton et un électron. Si vous rajoutez un autre hydrogène et un autre électron, vous allez avoir une liaison ici qui va se faire comme ceci, et une liaison électron. Si vous rajoutez un autre proton, vous allez avoir un électron ici. Ces 2 éléments vont se comporter comme un seul élément énergétique pour former un autre deutérium. Voilà, pour ce soir, je crois que c'est déjà bien. Bien, donc on va vous placer donc tout ça dans le drive avec les liens nécessaires et suffisants pour bien comprendre tout ce qu'on vient de voir ce soir. Oui, avec et je vous... ton truc là. Va faire chier en plus. Oh, c'est bon. Ok, merci Gigi. Je vais couper l'enregistrement parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas parler ou poser des questions comme c'est enregistré. Donc je l'arrête. Ok, bah, dans ce cas-là, on va mettre fin à la séance. Pour jeudi, normalement, il n'y a pas de séance de prévue. On a pour projet donc de reprendre, comme Sylviane, j'ai cru comprendre qu'elle arrêtait. On a pour projet donc de reprendre le jeudi. On recrute encore des traducteurs. Hassan est toujours présent. On va peut-être faire des lives avec Hassan, c'est-à-dire qu'on vous passera la vidéo et on traduira en même temps. Ça va peut-être se passer comme ça. Un petit peu pour ceux qui ont suivi ce qui s'était passé avec les enseignements sur l'agriculture, un petit peu le même principe. On ne sait pas trop, on va voir. Et puis sinon, donc rendez-vous samedi soir à 20h pour ceux qui veulent et peuvent. Vous êtes les bienvenus. On essaiera de débriefer un petit peu l'événement du week-end. Eh ben, je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci à Jean-Jacques pour sa présentation. Merci à vous pour votre présence. Et puis on se donne rendez-vous samedi soir. Merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. Merci Fred. Bonne soirée. Bonsoir. Et à samedi. Au revoir. À samedi. Bisous, bisous. Merci Bisous, bisous. Merci à tous pour votre